Bonjour Ophélie Anour, vous êtes journaliste, photographe et co-auteur avec Camille Bosquier et Laurent Ricard de Fab Lab, etc., les nouveaux lieux de fabrication numérique aux éditions Erol. Dans votre livre, vous expliquez un peu la généalogie du mouvement des Fab Labs, qui vient un peu du mouvement des makers et qui est très en lien avec le mouvement des hackers. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer les points communs et un peu ces idées qui sont derrière le mouvement de Fab Lab? Alors c'est vrai qu'il y a des liens avec le mouvement des makers né aux États-Unis. Un maker, tout simplement, c'est une personne qui bidouille, qui fabrique des objets, qui construit, qui répare aussi. Et c'est vrai que l'idée de Fab Lab en fait est née justement aussi aux États-Unis, donc dans une école qui s'appelle le MIT, le Massachusetts Institute of Technology à Boston, et c'est né dans un des cours de Neil Gershenfeld, qui est donc un professeur de computer science là-bas. Donc je pense en 98. Voilà, ça a commencé par un cours en fait, un cours du soir, un cours supplémentaire où ils ont commencé à utiliser des machines. Les étudiants sont venus, ils s'attendaient à une dizaine d'étudiants et une centaine s'est présentée. Donc ça les a complètement dépassés et ils ont commencé à formuler l'idée de Fab Lab quelques années après, je pense en 2001. Et donc à publier une charte et c'est comme ça que le mouvement s'est lancé et qu'aujourd'hui on est à presque 400 Fab Labs dans le monde. Pour ce qui est des hackers, c'est vrai qu'il y a ce lien entre... le lien, disons, avec les gens qu'on trouve par exemple dans les makerspace ou les Fab Labs aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de partage, d'échange des connaissances, le fait de pouvoir fabriquer un objet à un endroit, le documenter, le publier et le rendre accessible donc à d'autres, soit son voisin ou une autre personne à l'autre bout du monde. C'est ce qui existe déjà dans le logiciel libre. Et dans beaucoup de Fab Labs aujourd'hui, ça je dirais que c'est leur point commun. Est-ce qu'il n'y a pas chez Fab Lab une dimension politique plus prononcée, mais vraiment politique engagée, dans le sens qu'il y a une volonté, vous soulignez, de remettre en cause les modes de production, les modes de consommation? C'est très porté sur l'écologie, le développement social, il y a des Fab Labs spécifiquement développés pour aider des populations locales, en Inde par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un engagement beaucoup plus fort au niveau politique chez les Fab Labs? Je ne sais pas si l'engagement est beaucoup plus fort. En tout cas, entre les Fab Labs ou les makerspace et les hackerspace, l'engagement politique ne se situe pas forcément au même niveau. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée aussi de lutter contre l'obsolescence programmée, qu'on ne trouve pas forcément chez les hackers, qui eux, par exemple, s'intéressent plus à nos libertés, par exemple sur Internet. On l'a vu, tout ce qui s'est passé avec l'affaire Snowden ou avec Wikileaks. Donc voilà, il y a un engagement politique, je pense, des deux côtés, mais pas pour les mêmes choses. Et c'est vrai qu'à ce sujet, on parle beaucoup de comment les Fab Labs vont changer l'économie, est-ce que ça va révolutionner les chaînes de production, etc. C'est difficile de le savoir aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas assez de recul. Mais bon, c'est vrai, on sent qu'il y a des choses qui commencent à bouger en fait. Il y a des gens qui peuvent venir réparer des objets, tels qu'un grille-pain, une machine à laver. Il suffit d'avoir les plans modélisés, de refabriquer un bouton, de ressouder quelque chose. Ça peut se faire assez facilement dans un Fab Lab, au lieu de le jeter à la poubelle en fait, et de racheter un nouveau produit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quelle est l'économie des Fab Labs? En amont, comment sont-ils financés? Qui fournit les lieux et les machines? Et en aval, que deviennent les objets produits? Est-ce que c'est destiné purement à une utilisation personnelle? Ou est-ce qu'il peut y avoir un but de commercialisation? Alors, il y a plusieurs sources de financement. Tout dépend. En tout cas, pour la France, on trouve souvent le modèle associatif en premier lieu. Parfois, il y a des aides de mairies ou d'institutions publiques. Parfois, le Fab Lab peut aussi être au centre d'une université, comme le Fac Lab de Gennevilliers, qui est au sein de l'université de Cergy-Pontoise, ou le Lab Fab de Rennes, qui est au sein de l'école des Beaux-Arts. Mais on peut avoir aussi des associations comme Ping à Nantes, qui ont aussi des missions d'éducation aussi à l'Internet, aux nouvelles technologies, qui ont un Fab Lab qui s'appelle Plateforme C. Voilà. On peut aussi avoir des expériences complètement grassroots
comme le Nibic à Nancy, donc cofondé par Emmanuel Gilloz, qui est donc un designer, inventeur d'une imprimante 3D qui s'appelle la Fold Arap. Et là, dans le cas du Nibic, en fait, ils n'ont pas du tout de financement extérieur. Ils vivent sur leurs propres fonds. Voilà, ils se débrouillent pour payer le loyer, pour financer leurs machines, etc., etc. Donc vraiment, il y a tous les modèles. Et puis, il y a aussi des Fab Labs privés. Voilà, qui commence à surgir, qui ne devrait peut-être pas s'appeler Fab Lab, mais c'est vrai que Fab Lab devient un nom commun en fait. Voilà, je pense à des Fab Labs d'entreprise, par exemple celui de Renault, qui se dénomme Fab Lab. Et bon, ça c'est encore sujet à discussion, mais voilà, donc les sources de financement sont diverses et variées. Il n'y a pas encore de modèle économique qui est vraisemblablement trouvé, mais je pense que c'est cette diversité aussi qui fait la force du mouvement et qui répond aussi à des demandes d'utilisateurs qui sont complètement différentes. Est-ce que je veux m'investir dans une communauté, donner, recevoir, ou est-ce que j'ai tout simplement envie d'appuyer sur un bouton et d'aller imprimer quelque chose? Dans ce cas-là, je vais chez TechShop, par exemple. Et pour les objets, donc pour la partie des objets, eh bien, ça dépend. On peut avoir des objets, on va dire, utiles ou des choses beaucoup plus triviales. Par exemple, on trouve beaucoup de déchets d'imprimantes 3D, des têtes de Yoda ou des petites figurines, mais ça sert aussi à apprendre, à se servir de la machine. Donc, souvent, les premiers objets qu'on imprime sont des choses assez simples, mais ça permet de se familiariser aussi avec les différents outils, des découpeuses laser, etc. Et donc voilà, donc tout n'est pas commercialisé. Il y a des gens qui viennent, qui ont une idée de start-up et qui veulent faire un premier prototype. Alors là, dans ce cas-là, on est dans quelque chose de différent. Effectivement, le but, c'est la commercialisation, mais elle se fait toujours en dehors du Fab Lab. Et il y a aussi des gens qui viennent fabriquer une bouilloire, un four solaire pour leur usage personnel. Et qui peut aller dans un Fab Lab? Est-ce qu'il faut une connaissance technique? Est-ce qu'il faut déjà être un bidouilleur, un bricoleur? Est-ce qu'on peut venir comme ça? Est-ce qu'il faut avoir déjà un projet? Ou est-ce que n'importe qui peut frapper à la porte, entrer et apprendre tout de A à Z? Je dirais que n'importe qui peut entrer, frapper à la porte du Fab Lab et tout apprendre de A à Z. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques particulières. La communauté est là pour vous encadrer en quelque sorte, mais dans le sens plus d'un échange. Par exemple, vous arrivez avec une idée, vous pouvez la partager, trouver des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas et dont vous avez besoin, mais vous-même, vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous avez des compétences dont une autre personne a besoin. Donc vous rentrez, en fait, quand vous rentrez dans un Fab Lab, vous rentrez dans une communauté d'échange, de savoir, de partage, ce qui vous permet de ne pas vous sentir isolé et ce qui vous permet aussi d'apprendre, pas forcément avec quelqu'un qui détient tout un savoir, mais avec plusieurs personnes qui détiennent souvent différentes parts d'un savoir. Quelqu'un va vous montrer comment utiliser la découpeuse laser, une autre personne va vous montrer comment coder en Arduino, par exemple, en fonction de vos projets. Je me rappelle quand j'étais au Lab Fab de Rennes en visite en juin dernier, il y a un couple d'une 60aine d'années qui arrive dans le Fab Lab. Et c'était la première fois qu'ils entraient dans un Fab Lab, ils en avaient entendu parler, je crois, sur France 3. Et en fait, la dame fait des reliures et des couvertures de livres, en fait, elle fait de l'embossage, elle fait tout à la main. Et finalement, elle avait des idées, en fait, quand même assez complexes de design, et qu'elle n'aurait pas pu, je pense, réaliser, ou avec énormément de temps, sans utiliser la découpeuse laser. Et donc voilà, elle a exposé son projet, on lui a expliqué comment ça marchait, et du coup elle a pris rendez-vous, et maintenant elle va venir régulièrement au Lab Fab de Rennes pour expérimenter, pour fabriquer en fait ce qu'elle fait de manière en général artisanale, avec l'aide d'une machine à commande numérique. Voilà.